Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, votre rendez-vous privilégié pour explorer ensemble, avec curiosité et discernement, les multiples chemins du bien vieillir, de ce que j'aime appeler l'art de vieillir en pleine conscience. Aujourd'hui, nous allons soulever un voile sur un sujet un peu paradoxal, parfois même déroutant, qui touche à nos routines quotidiennes, à ces gestes que nous accomplissons souvent sans y penser. Certaines habitudes que nous avons adoptées de longue date, parfois depuis des décennies, avec les meilleures intentions du monde, convaincus de leur bien fondé pour notre santé, pourraient en réalité, avec le passage inexorable des années et les transformations physiologiques subtiles mais réelles qu'il entraîne, se retourner insidieusement contre nous, particulièrement après un certain âge, disons après 60 ou 65 ans. C'est un peu comme un médicament que l'on prendrait fidèlement toute sa vie sans jamais réévaluer sa pertinence, son dosage ou ses éventuelles interactions avec notre état de santé actuel, alors que notre corps, lui, se transforme, évolue et a des besoins différents. Nous allons donc nous pencher avec attention sur 3 de ces habitudes, souvent perçues et véhiculées comme étant saines, raisonnables, voire exemplaires, mais qui, chez les seniors, peuvent avoir des conséquences insidieuses, parfois graves, et nuire à leur vitalité, à leur autonomie et à leur joie de vivre plus qu'on ne l'imagine communément. Loin de moi l'idée de semer la confusion, de critiquer des efforts louables pour prendre soin de soi, ou de vous donner l'impression que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent était erroné. Mon objectif est tout autre. Il est d'apporter un éclairage nuancé, actualisé par les connaissances scientifiques récentes, de vous inviter à une réflexion critique et constructive sur vos propres pratiques, et, pourquoi pas, de vous encourager à ajuster certaines d'entre elles pour qu'elles servent réellement et durablement votre bien-être, à chaque nouvelle étape de votre vie. Car vieillir en bonne santé, ce n'est pas seulement une question de chance ou de génétique, c'est aussi, et surtout, savoir adapter ses stratégies, questionner ses certitudes avec humilité et faire preuve d'une flexibilité intelligente face au changement. Alors, êtes-vous prêt à revisiter, sans tabou mais avec bienveillance, certaines de nos bonnes habitudes? C'est parti pour cette exploration. La première habitude que nous allons examiner de plus près, et qui risque d'en surprendre plus d'un, tant elle est ancrée dans nos représentations collectives de l'alimentation saine, concerne une certaine forme de restriction alimentaire, parfois trop zélée, voire obsessionnelle, notamment en ce qui concerne l'apport en protéines et en bons lipides, les graisses bénéfiques. Pendant des décennies, le discours dominant nous a souvent répété, et nous l'avons intégré, qu'il fallait manger léger, limiter drastiquement les graisses, surtout les graisses saturées, diabolisées à l'excès, surveiller de très près notre apport calorique pour éviter la prise de poids, le cholestérol ou les problèmes cardiovasculaires. Et ces conseils, dans une certaine mesure et pour certaines populations, ont leur pertinence et leur justification. Cependant, il est crucial de comprendre qu'avec l'avancée en âge, les besoins nutritionnels de l'organisme évoluent de manière significative. La masse musculaire, par exemple, a une tendance naturelle à diminuer avec le temps, un phénomène que les scientifiques appellent la sarcopénie, qui peut commencer dès la quarantaine mais s'accélère souvent après 60-65 ans. Or, un apport insuffisant et ou de mauvaise qualité en protéines peut considérablement accélérer ce processus de fonte musculaire. Les conséquences ? Une perte de force physique, une plus grande fragilité générale, une démarche moins assurée, un risque de chute multiplié, une récupération plus lente et plus difficile après une maladie, une hospitalisation ou une simple blessure, et une perte d'autonomie progressive. De même, la peur des graisses, parfois poussée à l'extrême au point de ne consommer que des produits allégés ou 0%, peut nous priver d'acides gras essentiels, comme les fameux oméga 3, présents dans les poissons gras, certaines huiles végétales, les noix et les oméga 9, huile d'olive, qui sont absolument cruciaux pour la santé de notre cerveau, prévention du déclin cognitif, la modulation de l'inflammation, souvent chronique avec l'âge, la santé de nos vaisseaux sanguins et l'absorption optimale de certaines vitamines liposolubles, A, D, E, K, elles-mêmes essentielles à de multiples fonctions. Une alimentation systématiquement pauvre en tout, trop restrictive, peut insidieusement mener à des carences nutritionnelles multiples, à une fatigue chronique inexpliquée, à une baisse de morale, à une humeur dépressive et à un affaiblissement notable du système immunitaire, nous rendant plus vulnérables aux infections. L'idée n'est absolument pas de se jeter sur des aliments ultra transformés, riches en sucre caché et en mauvaise graisse, ni de manger sans aucun discernement. Il s'agit plutôt de veiller, avec une attention renouvelée, à un apport suffisant,
régulier et de bonne qualité en protéines. Viande maigre, volaille, poissons de toutes sortes, œufs, légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, produits laitiers si bien tolérés, tofu, quinoa, et en bonne graisse, poissons gras comme le saumon, le maquereau, les sardines, huile végétale de première pression à froid comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de colza, l'huile de noix, avocat, noix, amandes, graines de lin, de chia. Il est essentiel, après un certain âge, de privilégier la qualité nutritionnelle des aliments et leur densité en nutriments essentiels, vitamines, minéraux, oligo-éléments, antioxydants, plutôt que de se focaliser uniquement et restrictivement sur le nombre de calories. Un senior qui mange peut-être un peu moins en quantité qu'auparavant, mais qui mange bien, de manière variée, colorée et équilibrée, en s'assurant d'avoir ses apports protéiques et lipidiques de qualité, aura souvent beaucoup plus de vitalité, de force et de résilience qu'un senior qui se restreint excessivement par peur de mal faire ou de prendre du poids. N'hésitez jamais à en parler avec votre médecin traitant ou, mieux encore, avec un diététicien nutritionniste spécialisé dans l'alimentation des seniors pour adapter votre alimentation à vos besoins spécifiques, à votre état de santé et à votre mode de vie. La deuxième habitude, souvent perçue comme un signe de prudence louable et de sagesse acquise avec l'âge, mais qui peut avoir un revers de médaille particulièrement pernicieux, est l'installation progressive et insidieuse d'un excès de sédentarité, souvent motivé par la peur légitime de la chute, de la blessure ou de la réactivation de douleurs chroniques, menant à un déconditionnement physique généralisé et accéléré. Il est tout à fait compréhensible et légitime, avec l'avancée en âge et les changements corporels qui l'accompagnent, articulations parfois plus sensibles, équilibre moins assuré, vue qui baisse, de craindre de tomber, de se blesser ou de réveiller des douleurs articulaires ou musculaires. Cette appréhension, si elle n'est pas gérée de manière constructive, peut conduire à réduire progressivement et inconsciemment son niveau d'activité physique, à éviter certains mouvements ou certaines situations perçues comme risquées, à passer de plus en plus de temps assis devant la télévision ou un ordinateur, ou allongé, pensant ainsi se protéger, se ménager. Or, c'est souvent un cercle vicieux redoutable qui s'installe. Moins on bouge, plus les muscles s'affaiblissent et fondent, aggravant la sarcopénie dont nous parlions. Plus l'équilibre se détériore, plus les articulations perdent de leur souplesse et deviennent raides, et plus le risque de chute, de fracture ou de douleurs chroniques augmente paradoxalement. La sédentarité prolongée a également des effets délétères bien documentés sur la santé cardiovasculaire, augmentation du risque d'hypertension, d'infarctus, d'AVC, sur le métabolisme, augmentation du risque de diabète de type 2, de surpoids, sur la densité osseuse, augmentation du risque d'ostéoporose et de fracture, sur l'humeur, augmentation du risque de dépression, d'anxiété, et sur les fonctions cognitives, augmentation du risque de déclin cognitif et de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. L'idée n'est évidemment pas de se lancer du jour au lendemain dans des sports extrêmes ou de nier la douleur lorsqu'elle est présente. Elle doit être écoutée et prise en charge, mais de comprendre que le mouvement, adapté, progressif et régulier, est un véritable médicament, peut-être le plus puissant et le plus naturel, pour le corps et l'esprit des seniors. Il s'agit de trouver des activités physiques qui plaisent, qui sont motivantes et qui sont pratiquées de manière sécurisée. La marche quotidienne, même à un rythme modéré, mais sur une durée suffisante. 30 minutes par jour est un excellent objectif. La gymnastique douce, le tai chi, excellent pour l'équilibre. Le yoga adapté aux seniors, l'aquagym, porté par l'eau, idéal pour les articulations, le vélo d'appartement. Ou d'extérieur si la sécurité le permet. L'important est la régularité, la progressivité et le plaisir. Des exercices spécifiques de renforcement musculaire, avec des petits poids, des élastiques ou simplement le poids du corps. Et d'équilibre, tenir sur une jambe, marcher sur une ligne imaginaire, même pratiquer quelques minutes par jour à domicile peuvent faire une énorme différence sur la force, la stabilité et la confiance en soi. Rompre les longues périodes d'inactivité en se levant et en marchant un peu toutes les heures est également une habitude cruciale à adopter. Le message clé, martelé par tous les spécialistes du vieillissement, est « bouger plus, pour tomber moins, pour souffrir moins et pour vivre mieux et plus longtemps en bonne santé ». Il est essentiel de vaincre cette peur de bouger, en commençant très doucement si nécessaire et si besoin, avec l'accompagnement personnalisé d'un kinésithérapeute, d'un ergothérapeute ou d'un éducateur sportif spécialisé dans l'activité physique adaptée, APA. La troisième habitude, qui part souvent d'une excellente intention de prendre soin de soi, de ne pas déranger son entourage,
ou d'une forme de résignation face au changement de la vie, concerne une tendance insidieuse à l'isolement social progressif et, en parallèle, à une surutilisation parfois passive et non choisie des écrans, télévision, tablette, ordinateur, comme unique ou principale source de connexion au monde et de distraction. Avec le départ des enfants du domicile familial, le passage à la retraite qui peut entraîner la perte d'un réseau social professionnel, la disparition progressive de certains proches, amis, conjoints ou des difficultés de mobilité qui rendent les sorties plus compliquées, il peut être tentant, voire sembler inévitable, de se replier progressivement sur soi, de limiter les sorties, les rencontres et les interactions sociales. On pense peut-être, à tort, ne plus avoir l'âge pour certaines activités de groupe ou on ne veut pas importuner son entourage en sollicitant de l'aide ou de la compagnie. Les écrans, la télévision en premier lieu, mais aussi de plus en plus les tablettes et les ordinateurs, peuvent alors devenir des compagnons omniprésents, offrant une forme de distraction facile, un moyen de passer le temps et un semblant de lien avec le monde extérieur à travers les informations ou les réseaux sociaux. Si ces outils technologiques peuvent être, dans une certaine mesure, utiles, informatifs, divertissants et même permettre de maintenir un lien avec des proches éloignés, une surconsommation, surtout si elle se fait au détriment des interactions humaines réelles, en face à face, peut avoir des conséquences négatives importantes sur la santé mentale et physique des seniors. L'isolement social est reconnu aujourd'hui comme un facteur de risque majeur pour la dépression, l'anxiété, le déclin cognitif accéléré et même une augmentation de la mortalité chez les personnes âgées. Les interactions sociales authentiques stimulent notre cerveau de manière complexe, nourrissent notre morale, nous donnent un sentiment d'appartenance, de reconnaissance, d'utilité et de joie partagée. Passer trop de temps seul et passif devant un écran peut aussi perturber le sommeil, notamment à cause de la lumière bleue, favoriser la sédentarité, comme nous l'avons vu, et parfois même, paradoxalement, augmenter un sentiment de solitude et de déconnexion si les connexions virtuelles ne sont pas complétées et équilibrées par des échanges humains chaleureux, authentiques et réguliers. L'enjeu n'est donc pas de diaboliser les écrans, qui peuvent offrir de merveilleuses opportunités d'apprentissage continu, de divertissement de qualité et de communication à distance avec la famille ou les amis. Il s'agit plutôt de veiller à maintenir un équilibre sain et conscient. Il est crucial, pour bien vieillir, de cultiver activement et intentionnellement les liens sociaux. Appeler régulièrement ses proches pour prendre des nouvelles et partager les siennes, accepter les invitations et en lancer soi-même, participer à des activités de groupe qui correspondent à ses centres d'intérêt, clubs de lecture, associations culturelles ou caritatives, cours de loisirs créatifs, chorales, groupes de marche, bénévolat, aller à la rencontre des autres dans son quartier. Même de petites interactions quotidiennes, comme discuter quelques minutes avec un voisin, un commerçant ou le facteur, ont leur importance et contribuent à rompre la solitude et à maintenir un tissu social vivant. L'être humain est un être de relation par nature, et ce besoin fondamental de lien, d'échange et de partage ne disparaît absolument pas avec l'âge. Bien au contraire, il devient souvent encore plus essentiel. Il est un pilier fondamental d'une vieillesse épanouie, en santé et pleine de sens. Voilà, mes chers amis, 3 exemples concrets d'habitudes qui, bien que souvent adoptées avec les meilleures intentions du monde et parfois même encouragées par certains discours simplistes sur la santé, méritent d'être regardées avec un œil neuf, critique et bienveillant, surtout lorsque les années avancent et que notre corps nous envoie de nouveaux signaux. L'idée, je le répète, n'est absolument pas de culpabiliser qui que ce soit, ni de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il s'agit plutôt d'ouvrir une porte à la réflexion personnelle, à l'ajustement conscient, à une forme d'auto-coaching éclairé. Vieillir, ce n'est pas seulement accumuler des années au compteur de la vie. C'est aussi, et c'est là toute sa beauté et sa richesse, accumuler de la sagesse, de l'expérience, une meilleure connaissance de soi. Et cette sagesse inclut, à mon sens, la capacité précieuse de s'adapter au changement, de réévaluer ses pratiques avec honnêteté, de prendre soin de soi de manière toujours plus éclairée, personnalisée et respectueuse de ses besoins réels et actuels. N'oubliez jamais que votre corps et votre esprit sont des alliés infiniment précieux, des compagnons de route pour toute votre existence, et qu'ils méritent une attention qui évolue avec eux, qui s'affine avec le temps. Chaque petit changement positif que vous introduirez dans votre quotidien, chaque habitude que vous repenserez pour mieux vous servir et non plus vous desservir, est une pierre ajoutée à l'édifice de votre bien-être durable, de votre vitalité préservée, de votre autonomie prolongée. Continuez à être curieux de vous-même et du monde, à vous informer auprès de sources fiables,
à échanger avec des professionnels de santé compétents et à l'écoute. Et surtout, à vous écouter attentivement. Votre corps vous parle en permanence, à travers ses sensations, ses douleurs, ses élans, ses fatigues. Apprenez à décoder ces messages avec patience et bienveillance. Ils sont souvent porteurs d'une grande sagesse. Prenez soin de vous, avec discernement, avec amour, et avec cette intelligence du cœur qui sait ce qui est bon pour vous. Et souvenez-vous que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire des choix qui honorent votre santé, votre vitalité et votre joie de vivre. À très bientôt pour d'autres partages et d'autres réflexions sur l'art de bien vieillir.